La santé, on a beaucoup parlé il y a quelques mois des dangers supposés ou réels des téléphones portables. La question n'avait pas été réellement tranchée, mais les autorités recommandent depuis le principe de précaution. Eh bien, l'INPS, l'Institut d'éducation à la santé, vient de formuler des recommandations précises. Portable, mode d'emploi, Anne-Charlotte Tinet et Éric Delagneau. Dans la rue, dans les transports, à la maison, le téléphone portable fait partie de notre quotidien, un geste banal dont on ne sait toujours pas s'il comporte des risques. Vous êtes sensibilisé, vous, au danger du téléphone portable ou pas? Non. Je dors avec. Et vous pensez que c'est bon? Bah, je me pose pas trop la question. De toute façon, j'ai trop besoin de mon téléphone au quotidien pour m'en préoccuper. Les scientifiques restent divisés sur les dangers du portable, alors dans le doute, vivent le principe de précaution. Voici donc les quelques conseils des autorités sanitaires. Attention lorsque vous téléphonez en train ou en voiture par exemple. Pour se connecter aux différentes antennes relais, le téléphone va émettre un maximum d'ondes. Le risque d'exposition serait donc plus élevé. Évitez aussi de téléphoner dans les ascenseurs, les parkings ou les lieux confinés. Moins la couverture réseau est bonne, plus votre téléphone émet d'ondes. Éloignez enfin le téléphone des implants électroniques comme les pacemakers. Mais le plus efficace, comme le rappellent les autorités, c'est encore d'utiliser une oreillette ou de privilégier les SMS. Plus le portable est loin du cerveau, mieux c'est. Plus le portable est loin du cerveau, mieux c'est. Toujours à propos de santé, cet espoir maintenant dans le traitement des cancers. C'est un instrument qui met à disposition des chercheurs, des techniciens et des médecins un ensemble de services en totale synergie avec le traitement des malades. Ce sont des maladies sur lesquelles on a aujourd'hui beaucoup de mal à progresser. Et la France se dote ainsi probablement du meilleur instrument de performance à la fois technique et médicale sur ce sujet. Vous présidez l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et je pense que ICM, il faudra se souvenir de ses initiales parce que ce qui est en train de se produire à Paris est extrêmement important. Le centre de recherche est unique au monde et il a été inauguré il y a très peu de temps, le 24 septembre. Combien vous avez de chercheurs ? Il y aura au moins 600 chercheurs dans ce centre. Effectivement, il est très particulier par l'importance du centre, par les moyens technologiques qu'il y a dedans, un nombre d'IRM très sophistiqué, enfin, on pourra vous en parler. Mais je crois qu'il est surtout très important parce qu'il est en plein milieu d'un hôpital. Et un centre de recherche qui est en plein milieu d'un hôpital, c'est pas un centre de recherche normal. Je dirais la plus grande richesse, malheureusement, c'est les 100 000 patients neurologiques que l'on voit passer par an dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, bien entendu en liaison avec tous les autres centres français. Mais c'est considérable parce que la recherche a besoin des malades volontaires dans le cadre des lois, bien entendu, éthiques que l'on connaît. Mais c'est indispensable si on veut mixer à la fois la recherche clinique et la recherche fondamentale. C'est essentiel. Nous sommes dans le 21e siècle. Absolument. Absolument, et c'est le siècle neurologique, vous le dites vous-même, et ça va être de plus en plus le siècle neurologique puisqu'on vieillit. On arrive même à survivre après je ne sais pas combien de minutes d'arrêt cardiaque. Ce centre, il existe parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est les maladies neurologiques qui vont être de plus en plus fréquentes au XXIe siècle parce que la population vieillit. Donc il y a un besoin. Et la nécessité, c'est de créer ce centre pour regrouper ensemble tous les meilleurs Français, les meilleurs étrangers, le meilleur plateau technique, les meilleures investigations, en particulier avec la neuroimagerie, pour gagner du temps dans ce défi fantastique. Et ce défi, c'est connaître le normal. Comment fonctionne un cerveau normal? Je ne dirais pas qu'on ne le sait pas, on commence à le savoir, mais on ne sait pas tout. Et donc, ensuite, de traiter le cerveau pathologique. Il faut absolument un financement supplémentaire. Ce financement supplémentaire est privé, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Dans ce pays, la recherche publique s'allie à la recherche privée pour se bonifier, gagnant-gagnant, comme on dit. Et tout ça est à venir avec l'augmentation de l'espérance de vie. Donc il est temps de s'y mettre.